Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, pouviez-vous y échapper? L'événement avait des airs de procession religieuse. Apple a dévoilé au monde ses nouveaux iPhones, mais plus stratégique encore que cette 6e génération, c'est l'Apple Watch qui a le plus retenu l'attention. La pomme s'invite dans l'univers des objets connectés. Quelles sont ses ambitions? Le point dans un instant. Et puis 7,8 milliards de dollars, c'est le coût estimé par l'autorité palestinienne de la reconstruction de la bande de Gaza. Après 50 jours de conflit cet été, le territoire contrôlé par le Hamas constate les dégâts. Eau, agriculture, électricité, les espoirs se tournent vers une prochaine conférence de donateurs. On voit tout cela tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Et d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité économique internationale. Et à la une, l'Amérique avec ce chiffre, 1000 milliards de dollars. C'est le montant que pourrait atteindre le monumental plan de relance auquel se préparent les États-Unis. 1000 milliards sur 5 ans avec un objectif, remettre à niveau les infrastructures du pays, ponts, autoroutes ou lignes électriques. Et pour financer tous ces projets, Washington s'appuiera en partie sur son secteur privé. Un grand sommet était d'ailleurs organisé à cet effet hier par le département du Trésor. Après la relance monétaire, c'est donc le levier de la dépense publique qui pourrait stimuler la reprise américaine. À l'heure où on sait le déficit budgétaire se réduit, on est autour de 3%. Des nouvelles de Cuba. Chaque année, l'île communiste remet à l'ONU un rapport sur l'impact de l'embargo américain qu'il subit depuis 52 ans, en réclamant au passage une résolution demandant la levée complète de ces sanctions. Et pour l'an dernier, la Havane affirme que ces sanctions lui ont coûté 3,9 milliards de dollars en manque à gagner pour son commerce extérieur. Au total, depuis 1962, Cuba chiffre à 116 milliards les dommages de cet embargo financier et commercial. Et si l'on regarde les prix actuels, le chiffre qui vient d'être donné est de 116,8 milliards de dollars. Et il y a en plus un coût économique, nous devons nous rappeler que le blocus viole les droits du peuple cubain. De notre point de vue, il n'y a pas et il n'y a jamais eu dans ce monde une violation des droits de tout un peuple aussi terrifiante que ce blocus américain vieux de 55 ans. Autre pays d'Amérique latine qui plaide sa cause à l'ONU, c'est l'Argentine. Aux prises, on sait avec des fonds spéculatifs qu'elle nomme vautours et à qui elle doit rembourser 1,3 milliard de dollars. Buenos Aires s'est félicité hier d'un vote symbolique à New York, vote en faveur d'une régulation des restructurations de dettes souveraines. Un texte qui indique qu'une minorité de créanciers ne peut annuler un processus de désendettement déjà accepté par une majorité. Et c'est exactement ce dont a besoin l'Argentine aujourd'hui, qui évoque un pas vers un monde plus juste. Ce vote important est l'expression la plus convaincante de cet organisme mondial. Les peuples du monde ont parlé et nous avons décidé que le temps est venu de nous lancer dans une voie éthique, politique et législative qui mettrait un terme aux spéculations effrénées. C'est ce qui ressortira lors d'un débat public et démocratique. Un texte adopté par 124 voix contre 11, dont les États-Unis. Une bonne nouvelle pour la France, c'est officiel, Pierre Moscovici est nommé commissaire européen aux affaires économiques. L'ancien ministre hérite donc a priori entre autres de la vigilance budgétaire. Alors donnera-t-il un coup de pouce à son pays qui a annoncé justement que l'objectif de 3% de déficit ne serait atteint qu'en 2017 ? L'Allemagne, n'en doutons pas, surveillera de près le nouveau bureaucrate. Un mot de la Turquie avec une confirmation, la croissance ralentit et plus vite que prévu, plus 2,1% au deuxième trimestre contre 2,6% attendu. Du coup, l'objectif du gouvernement de 4% pour cette année pourrait être menacé. Et puis en Israël, les chiffres officiels du tourisme ont été publiés hier. Le conflit a laissé des traces. Un peu moins de 400 000 touristes étrangers ont visité le pays en juillet et août. Une baisse de 31% sur un an. Mais le secteur se reprend déjà et le taux de remplissage des hôtels du Sud, Ashdod, Ashkelon, est proche des 100% pour les week-ends de septembre. Et on en vient à la grand-messe d'Apple. On disait la firme en perte d'inspiration depuis la mort de Steve Jobs, mais visiblement elle a su combler les attentes hier. Alors au-delà du nouvel iPhone en 2 versions, on l'aura compris, la vraie nouvelle star, c'est bien l'Apple Watch. On l'attendait, la première montre connectée du groupe. Elle devrait s'imposer comme une référence, mais suffit-elle à rassurer sur la capacité d'innovation d'Apple ? On regarde d'abord ce sujet d'Éric Berdugo.
Apple a cette année ressorti le grand jeu. À travers l'iPhone 6 en 2 modèles, sa nouvelle Apple Watch et l'Apple Pay, la firme de Cupertino s'est un peu plus positionnée sur le marché haut de gamme des objets connectés. L'entreprise, première capitalisation boursière mondiale du haut de ses 593 milliards de dollars, défie les lois de la concurrence. Elle a fortement réduit les espoirs de Samsung, LG et HTC de revenir à niveau avec des produits ornés des meilleurs matériaux technologiques. L'innovation, si chère aux aficionados, est enfin de retour. La montre connectée est un nid d'invention. Après quelques années d'errement, la firme californienne semble avoir une belle marge de manœuvre. Si elle n'invente rien techniquement, elle révolutionne en revanche les usages. Nous avons travaillé incroyablement dur et pendant un long moment sur une gamme de produits entièrement nouvelle. Nous pensons que ce produit redéfinira la vision que les gens ont de lui. C'est le prochain chapitre de notre histoire. Tim Cook fait du Steve Jobs. Les nouveaux produits sont complémentaires et enferment un peu plus les clients dans le système OS de la marque à la pomme. Pas d'exception donc, mais un bon moyen pour la compagnie de regagner des parts de marché dans un milieu de plus en plus prisé. En effet, la croissance de l'iPhone ces derniers mois était de 13%, là où celle du marché était de 38%. Diviser pour mieux régner, telle pourrait être la nouvelle devise d'Apple dans sa quête. Pendant ce temps, l'action de la pomme fait le yo-yo à Wall Street lors de la présentation, passant de $100 à 98, puis 103, puis finalement 97. Un moyen de rappeler qu'Apple n'a toujours pas fait d'annonce inattendue comme au bon vieux temps. C'est la première fois que Tim Cook présente un produit développé sous son égide. Et si c'est un échec, les anti-Apple auront eu raison. En revanche, si c'est un succès, ils se seront trompés et Apple aura une bonne marge de manœuvre pendant quelques années. Les prochaines semaines nous diront si Tim Cook a enfin réussi à faire oublier son illustre prédécesseur. En tout cas, peu de mouvements finalement du côté des marchés et il faut dire que des rumeurs assez précises circulé ces derniers jours, très peu de surprises donc. Alors quelle est aujourd'hui la stratégie commerciale d'Apple? Nous accueillons Harry Tebeka, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes développeur d'applications pour des systèmes Apple. Alors d'abord justement votre avis de développeur, comment vous jugez l'évolution de cet univers, de cet écosystème d'Apple? Est-ce qu'on est toujours plus vers l'exclusivité, vers le haut de gamme? Bien, en fait, d'abord, il faut dire qu'au moment où Steve Jobs a quitté Apple, il y a eu un grand moment de flottement et de doute auprès en particulier des développeurs. Et jusqu'à la précédente conférence Apple à WWDC, où Apple a présenté son nouvel iOS 8. Et là, c'était il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Non, il y a quelques mois. Et là, je dois dire que vraiment, ça nous a redonné confiance dans l'écosystème Apple parce qu'ils ont fait un travail magnifique. Et là, ils ont repris une grande avance par rapport en particulier à Android, qui est le concurrent principal. Donc c'est vraiment sur l'exclusivité, c'est sur le haut de gamme, ça, vous le ressentez aussi vous-même? C'est pas tant sur le haut de gamme, mais sur le souci de qualité et de cohérence. Excellence et cohérence. C'est-à-dire que ce qui est très fort chez Apple, c'est que chaque application doit être approuvée et ce n'est pas simplement sur le fait qu'elle fonctionne, mais également qu'elle fonctionne de manière cohérente par rapport à d'autres applications, par rapport au système Apple lui-même, et que tout le monde va s'y retrouver facilement. Vous pensez que c'est ce relatif manque d'imagination, relatif entre guillemets, après l'iPhone, l'iPad, ce positionnement haut de gamme, c'est un petit peu la seule chose qui reste à Apple pour se différencier justement d'Android et du reste? C'est pas seulement le côté haut de gamme. Alors, il y a le côté design et composants de haute qualité, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un autre côté qui est le fait qu'on puisse simplement utiliser les appareils Apple sans se préoccuper de comment ça marche en fait. Et ça me rappelle un petit peu à l'époque des téléphones simples, les Nokia. Tout le monde voulait un Nokia parce que tout le monde connaissait par cœur le menu Nokia qui était super facile à utiliser et c'était simplement naturel. Vous pensez qu'Apple a encore les moyens de dicter les normes? Un petit peu comme Nokia à l'époque. En l'occurrence, pour l'instant, c'est tout le monde regarde ce qui se passe. Pour l'instant, c'est encore le cas. C'est toujours Apple qui est très en avance sur la user experience en fait, et sur la cohérence du système. Alors pour revenir un petit peu à cette présentation hier de l'Apple Watch, vous pensez que c'est un tournant? Est-ce qu'Apple se tourne résolument aujourd'hui vers le marché des objets connectés et après l'iPhone, ça va devenir finalement le relais de croissance de la marque? Mais c'est clair que c'est un mouvement stratégique pour Apple. Apple va vers un écosystème d'éléments divers. Ça a commencé avec les ordinateurs eux-mêmes, après les iPhones, iPad, et maintenant on va vers les wearables. C'est quelque chose qui avait démarré, qui commençait à être un petit peu à la mode. Et Apple fait toujours ça à sa façon, c'est-à-dire en amenant quelques éléments originaux dans l'équation. En particulier, la montre va permettre également de payer, par exemple. Avec le système NFC. Avec NFC. Et toujours en complémentarité avec l'iPhone.
Ouais. Et on rappelle quand même, l'iPhone, c'était 57% du chiffre d'affaires d'Apple jusqu'à présent. Vous pensez que là, vraiment, il y a quand même de l'espoir pour ce marché de l'iWatch, de l'Apple Watch plutôt? Certainement qu'Apple va en vendre un très grand nombre. Après, comment ça évoluera? Est-ce que ça va prendre à une plus grande échelle? C'est un petit peu tôt pour le dire, mais je pense qu'il y a un grand potentiel. Y compris pour les développeurs. Oui. Ouais. Ça, merci beaucoup, Harry Tebeka, pour toutes ces explications. Allez, autre dossier, celui de la reconstruction de la bande de Gaza. Les dégâts consécutifs au conflit de cet été sont estimés à 7,8 milliards de dollars par l'autorité palestinienne. Bâtiments, voiries, eau ou électricité, le secteur de l'agriculture a également été mis à mal. La Norvège a tout fait ces derniers jours pour organiser une grande conférence de donateurs. Anthony Lesme fait le point avec ce sujet. C'était lundi dernier. Le ministre norvégien des Affaires étrangères était en visite à Gaza. Objectif, estimer les dégâts et les besoins en réparation de l'enclave palestinienne. Oslo devrait accueillir prochainement une conférence pour la reconstruction du territoire gouverné par le Hamas. Je pense que la communauté internationale, Israël inclus, a une grande responsabilité et qu'il y a un devoir humanitaire pour soutenir le peuple de Gaza dans la reconstruction. Pour l'heure, Gaza fait les comptes. Les dégâts sont estimés à 7,8 milliards de dollars. La reconstruction des 17 000 maisons détruites ou endommagées par Israël sont estimées à 2,5 milliards. Plus grave, le système de voirie est toujours endommagé et l'accès à l'eau potable est restreint. Gaza, surpeuplé et asséché par la chaleur, a construit de nombreux puits depuis le blocus de 2006. 10 000 puits ont ainsi été creusés par les habitants eux-mêmes. Avec la guerre, la situation s'est aggravée. Depuis 2006, 10 000 puits ont été creusés. Je pense que 2000 d'entre eux viennent d'être forés récemment. C'est illégal et ça n'est pas autorisé, mais c'est le résultat des coupures d'électricité, des longues coupures d'eau et de l'absence de forces de police à même d'interdire ces forages illégaux. Ces puits ne sont pas la seule source d'inquiétude humanitaire. Selon l'ONU, la nappe phréatique qui alimente l'essentiel des besoins à Gaza serait contaminée par les eaux usées et inutilisable d'ici 2016 si elle reste en l'état. Une lourde menace qui touche aussi le secteur agricole déjà très atteint par l'opération israélienne. Selon les autorités gazaouis, plus de la moitié des terres sont partiellement ou complètement détruites. 50 jours de siège ont laissé à l'abandon ces terres. Les raisins ont été infectés. Certains agriculteurs ne pouvaient pas se rendre sur leurs vignes pendant la guerre. Nous sommes censés arroser de pesticides nos champs au début du mois du Ramadan, mais nous ne pouvions pas accéder à nos terres. Conscient des dommages et intermédiaire incontournable du récent cessez-le-feu, Mahmoud Abbas s'enquiert de la situation gazaoui. Hier, à Ramallah, son ministre de l'économie plaidait pour une aide humanitaire d'urgence de 550 millions de dollars. L'ONU plaide pour une solution politique. L'assistance humanitaire n'est pas la solution et sera insuffisante pour Gaza pour aller de l'avant. D'autres mesures cruciales doivent être adoptées comme le maintien du cessez-le-feu, un allègement du blocus et à terme une solution politique. D'ici 2 semaines, un nouveau round de négociations doit avoir lieu entre Israël et le Hamas. Les besoins à Gaza sont énormes, la population semble à bout, mais la menace encore réelle de nouveaux affrontements amènerait les Gazaouis vers une crise humanitaire majeure. Voilà, une conférence de donateurs est prévue pour le 12 octobre, en principe au Caire, en Égypte. Et on passe au Media Watch. La revue de presse avec à la une la vertu de la reconnaissance. Harvard, la célèbre université américaine, vient de recevoir un don conséquent. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors un don de 350 millions de dollars. Effectivement, c'est Gérald Chan, un ex-étudiant d'Harvard qui a fait fortune à Hong Kong, qui a décidé donc de faire ce don à son ancienne université. Un don colossal, donc de 350 millions de dollars, c'est environ 270 millions d'euros et c'est la plus grosse somme jamais reçue par Harvard en 378 ans d'existence. Alors tout cet argent sera directement affecté à l'école de santé publique de l'université pour aider à la recherche médicale, notamment sur la fièvre Ebola et sur le paludisme, mais aussi pour financer différents travaux sur le cancer, l'obésité, la pollution ou encore le tabac. Alors cependant, on est encore assez loin du don record qui a été
été versé à une université de 1,1 milliard de dollars. C'était un don de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, à l'université Johns Hopkins, là où il avait fait ses études. Très beau geste de sa part. Alors toujours aux États-Unis, Johanna, un café a décidé de ne plus offrir de connexion Internet pour des motifs de rentabilité. Effectivement, depuis quelques mois, le café August First, dans l'État du Vermont, donc aux États-Unis, a coupé sa connexion Wi-Fi, pas parce que ça coûtait trop cher, mais parce que les clients trop concentrés sur leurs ordinateurs portables ou leurs tablettes ne consommaient pas assez, alors que le consommateur moyen débourse environ 15 $ et reste dans le café un petit peu moins d'une heure. Ceux qui viennent avec des ordinateurs portables ou des tablettes dépensent environ 5 $ et peuvent rester plusieurs heures, ce qui n'est pas vraiment rentable pour les propriétaires, d'où l'idée de couper le Wi-Fi. Au début, c'était seulement quelques heures par jour et ensuite de façon permanente, et les résultats sont sans équivoque. Les premiers mois suivant cette décision, les ventes du café ont augmenté de 20% et maintenant ça s'est stabilisé aux alentours de 10%. Moins de clients pour plus de chiffres. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur les conséquences d'une éventuelle indépendance de l'Écosse. Restez avec nous, l'info continue.